Le marketing du luxe et les perspectives du marché du luxe, c'est ce que nous allons traiter avec mes invités. Achraf Hajjaji, marhaba bik maana. Merci. Donc Achraf Hajjaji, vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle commercial, marketing et expérience client chez Autonjma. C'est bien cela? Tout à fait. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur votre parcours? Donc, j'ai démarré ma carrière dans le FMCG, dans du brand building et du marketing. D'accord. Et ça fait plus de 10 ans que je suis dans le secteur automobile. Très bien, marhaba bik maana. Merci. Et j'ai également le plaisir de recevoir Siham Malek. Siham, vous êtes Managing Director Integrate Kantar Affiliate. Marhaba bik maana. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi un mot sur votre parcours? Alors moi, je suis une professionnelle d'insight et d'études de marché. J'ai démarré ma carrière dans les études il y a 20 ans de ça. Très bien. Donc j'ai travaillé toujours dans le côté agence études de marché. J'ai travaillé sur plusieurs catégories, différents secteurs et différents clients. Très bien. Ben, marhaba bik maana. Merci. Donc, nous allons parler de marketing de luxe particulièrement avec une première question que je t'adresse, Achraf. Tu es dans le secteur automobile, vous représentez plusieurs marques, dont une emblématique, Mercedes pour ne pas la nommer. Quels sont justement les challenges d'une marque automobile qui veut se positionner dans le luxe? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Exact, tout à fait. En fait, la spécificité du luxe, c'est qu'on parle plutôt d'expérience que de produit. D'accord. Et ce qui dit expérience, c'est plusieurs points de contact avec nos clients. Mhm. Et ça passe par plusieurs aspects. Donc, on parle de 4 éléments principaux qui sont des prérequis dans le luxe, à savoir le hard, le soft, l'image et l'humain. Le hard, le soft, l'image et l'humain. Tout à fait. Tu nous en dis davantage pour qu'on puisse aussi... Le hard, c'est tout ce qui est infrastructure. D'accord. Donc, pour pouvoir évoluer dans le luxe, il faut un minimum de standards en termes d'infrastructure. D'accord. soft, L'infrastructure dans l'automobile, c'est quoi? C'est la voiture ou là c'est les showrooms? Non, non, du tout. C'est plutôt le showroom. D'accord. C'est-à-dire, pas que le showroom, depuis que le client pense à acheter ou à s'équiper en voiture, D'accord. c'est tous les points de contact sur tout ce qui est hard. D'accord. Donc, et bien évidemment, ça passe par le showroom. Très bien. Donc, deuxième volet, c'est le soft. Oui. Tout ce qui est process, tout ce qui est ERP, site web. D'accord. Donc, c'est ce qui constitue la partie soft. Uh-huh. L'image, c'est l'image de marque. Vous avez parlé de la marque qu'on distribue qui est Mercedes. Donc, chaque marque, elle dégage une image. Et le client s'identifie par rapport à cette image. D'accord. Chose qu'on essaie de construire en continu. Et last but not least, et c'est ce qui fait toute la différence, c'est l'humain. L'humain. Parce que c'est l'humain qui délivre cette expérience. Et on parle souvent aussi d'anticiper les besoins de nos clients. Aussi de créer un lien émotionnel et surtout de surprendre et faire appel au sens des clients. D'accord. Donc c'est ça ce qui fait la différence entre le luxe et le mainstream ou le low tier. Donc le hard, le soft, l'image et l'humain qui est finalement au centre des interactions qu'on peut avoir, qu'une marque peut avoir avec sa clientèle. Et je pense que dans le luxe, dans l'automobile du luxe en particulier, c'est un point qui est très sensible. Tout à fait. Parce que justement, cette interaction peut soit donner du sens à ce positionnement ou alors au contraire être un peu le maillon qui va casser toute l'image qu'on peut construire. Exact, tout à fait. Merci Achraf. Je me retourne vers toi, Siham, pour te poser une question, pour nous donner peut-être nous dresser le topo sur ce marché du luxe. On a vu dans le reportage qu'il est en progression. Est-ce que tu peux étayer ça avec des chiffres? Est-ce que vous vous êtes intéressé au sujet? Oui. En fait, il y a une étude qu'on fait chez Kantar depuis plusieurs années, c'est l'étude Brandy, qui traite un petit peu toutes les catégories, dont la catégorie du luxe. D'accord. Et donc, et on compare chaque année un petit peu l'évolution de la valeur des marques. Très et bien. donc, si on regarde le secteur du luxe, par exemple, sur l'année 2022, il a eu une croissance totale de plus 23% par rapport à l'année 2021, donc en termes de valeur de marque. Très Les bien. top 10, eux, ont cru de plus 45%. Ce qui veut dire Wow. que ce secteur-là se porte super bien, malgré la crise, malgré les guerres, malgré les problèmes d'inflation, etc. D'accord. Et cette étude-là, donc il y a un historique et cette tendance-là, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que ça fait des années qu'on constate une progression?
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la tendance un peu plus long-termiste? Alors, c'est une progression qu'on voit depuis des années. Après, il y a eu un petit arrêt lors du Covid en année 2020. Bien sûr, il y avait, avec le confinement, les gens ne pouvaient plus sortir, pouvaient plus dépenser autant d'argent. Il y a eu quand même on va dire un passage de panique. D'accord. Mais juste après, ça a repris depuis 2021 et puis en 2022, ça s'est accéléré. Et donc, on constate que la croissance, elle est là pour durer. Les gens aiment dépenser sur les produits et les marques de luxe. Très bien. Vous avez remarqué ça dans votre secteur Je confirme. Il faut aussi rappeler que la taille de ce secteur de luxe, on parle de plus de 1000 milliards de dollars. Oh. Donc, comme... c'est beaucoup d'argent. Tout à fait, avec une croissance steady, donc d'une année à l'autre. En ce qui concerne les voitures, effectivement, donc certes, en termes de volume, le secteur automobile au monde entier est en baisse depuis l'année 2020, mais n'empêche qu'en valeur, et surtout sur le luxe ou le premium, donc on a connu une croissance à 2 chiffres. Alors justement, parler de l'automobile, on a tous suivi un peu dans l'actualité le manque d'approvisionnement en véhicules, il y avait des pièces qui manquaient, la chaîne logistique qui était perturbée. Est-ce que ça a impacté justement le secteur du luxe dans l'automobile? La vérité, non. Pourquoi? Parce que au niveau de l'automobile, il y a 4 tiers. Il y a le low tier, le mainstream, le premium et le luxe. D'accord. Les marques aussi, certes, avec cette pénurie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils privilégient le luxe parce que c'est là où on sert les meilleurs clients, les plus fidèles, les plus résilients par rapport à la crise. C'est là où il y a plus de marge aussi? Aussi, tout à fait. Exactement, je confirme. Donc, de ce fait, nous aussi, on a constaté qu'il y a plus de demandes sur le luxe que sur les marques mainstream ou les modèles mainstream. Très bien. Ce qui confirme aussi que cette catégorie est resilient. Il y a aussi des études qui montrent que le nombre des riches dans le monde va être multiplié par 2 dans les 3 prochaines années. Donc ça aussi, ça montre que le pouvoir d'achat est là et les clients sont de plus en plus demandeurs de ce type de luxe, de produits de luxe. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de l'exclusivité, de l'expérience et se différencier par rapport aux autres. Très bien. Exactement, si je peux rajouter à ce point-là, d'ailleurs les plus grands, on va dire les plus grandes catégories qui tirent le luxe, c'est d'abord l'automobile et qui fait à peu près presque 500 milliards de dollars en termes de valeur de marque, suivi par tout ce qui est produits de luxe personnel et puis vient après ça l'hospitalité, donc ce qui est hôtellerie de luxe, expérience d'hôtellerie de luxe. Donc ces 3 catégories représentent combien sur le... J'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près 80%. 80%. Donc 3 catégories du luxe, l'automobile, le luxe du personnel, c'est-à-dire cosmétiques, etc. C'est ça? Les bijoux. On va dire qu'est-ce qu'on les retrouve sacs, les vêtements, D'accord, tout ça on va le retrouver dans le. Oui, d'accord, ça, tout ce qui est personnel en fait. Voilà. La cosmétique aussi, on la retrouve dedans. Oui, dedans. Et donc ça c'est le deuxième et le troisième c'est. le hospitality. Donc c'est les hôtels, à savoir le Ritz-Carlton qui est le premier, suivi par le guide Michelin et puis les Four Seasons en 3e position. D'accord, donc 3 catégories du luxe qui représentent quand même 80% d'un marché de 1 trillion de dollars, c'est ça, 1000 milliards de dollars. Tout à fait. Est-ce que on parle de chiffres au niveau monde, et qu'en est-il du marché marocain? Vous opérez, vous êtes un opérateur d'une marque emblématique entre autres que vous distribuez, qui nous intéresse aujourd'hui sur le marché marocain. Qu'est-ce qui fait la spécificité du luxe sur le marché marocain? Bon, malheureusement, il n'y a pas des chiffres concrets. Donc, on a un expert devant nous, c'est pour ça que tu es là. Donc on a un retour d'expérience. En fait, le client marocain, je dirais, il se différencie pas vraiment par rapport aux clients qui cherchent du luxe à travers le monde. Donc, je peux résumer les attentes de notre clientèle sur 3 aspects. La qualité, le service et le rêve. Le rêve? Le rêve. D'accord. C'est ce que cherche un client dans le luxe. D'accord. La qualité, on parle de la tradition, du savoir-faire, de l'expertise. C'est comme ça qu'on définit la qualité. C'est ce qu'attend le client d'une marque luxe. D'accord. Le service, c'est tout ce qui est personnalisation, la rapidité, l'anticipation du besoin, préparer les réponses à ses attentes. Donc, c'est comme ça qu'on définit un peu le service, ce qu'attend le client de nous. Et après, le rêve, c'est que le client ne veut pas acheter un produit. Il veut vraiment vivre une expérience et être projeté dans quelque chose qui fait partie de l'entourage qu'il cherche. C'est ça, l'imaginaire. On parle souvent de marque, on parle d'une promesse d'expérience. C'est-à-dire, quand je vais aller acheter une marque de luxe, c'est quelque part, je veux me positionner dans un univers qui est particulier. Et le client dans le luxe, il est prêt à payer plus, il paye plus, mais il attend à être
projeter dans cet univers et d'avoir un petit chouïa de plus que Monsieur Tout-le-Monde. Très bien. Donc, effectivement, on a parmi les gens qui nous suivent beaucoup de marketeurs, de publicitaires, des gens du secteur. Et bon, c'est pas eux que je vais l'apprendre, mais la marque prend tout son sens finalement, parce que c'est les marques qui vont porter cet esprit qui est l'imaginaire, parce que le produit, on peut produire la même voiture que celle que vous vendez quand vous possédez dans le luxe. Et d'ailleurs, on le voit, c'est que de plus en plus de marques qui opéraient dans le mainstream ou dans le premium, ils sont en train de monter en gamme. Pourquoi ? Vous dites le mainstream devient de la commodité. On peut plus se différencier dans du mainstream. Il y a beaucoup d'offres. Exactement, donc ça devient vraiment banalisé. Alors que sur le secteur du luxe, c'est là où les marques ont tout leur sens. On peut construire une expérience, on peut fidéliser, on peut développer, on peut se différencier pour justifier un premium. Et le client cherche cette exclusivité. Et il est prêt à payer pour cette exclusivité. Totalement. Très bien. Alors, justement, on parle de ce client. Siham, est-ce que dans le cadre de vos études, est-ce que tu peux nous parler de qui est le client du luxe, si on a à le décrire, bien évidemment en cliché, en stéréotype, mais au-delà par rapport aux chiffres, qui sont les clients du luxe ? En fait, justement, on a tendance à croire que ceux qui consomment le luxe sont les gens qui ont le plus de disposable income, on va dire les 45 ans et plus, qui aujourd'hui ont atteint certains statuts sociaux, qui ont plus de revenus, etc., qui peuvent se permettre de dépenser de l'argent sur le luxe. Mais la vérité, c'est que ce sont les jeunes qui font le plus gros aujourd'hui des achats ou des ventes des marques de luxe. Toutes catégories, catégories confondues. D'accord. Tout simplement parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont en train de builder leur propre personal brand. Ils veulent se différencier et les marques de luxe leur offrent cette possibilité-là. De se distinguer par rapport au reste. Et donc, ça prend tout son sens finalement de surinvestir, de payer un peu plus, parce que l'attente et la différenciation, peut-être aussi dans un monde où les réseaux sociaux viennent impacter, tout le monde a accès aux mêmes plateformes. Exact. Et donc, on arrive à se distinguer plus difficilement dans le milieu public. Et donc, on cherche peut-être à aller chercher. Justement, Achraf, je reviens vers toi. Sur les challenges d'une marque automobile qui propose un produit de luxe, par rapport à ce que vient de nous dire Siham, par rapport à ce profiling-là, qu'est-ce que vous apprenez au jour le jour à traiter ces offres de luxe, à avoir un retour du marché? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Nous, en termes d'âge, c'est un peu différent, parce que déjà, il faut avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Donc, les 16 ans. Donc, exactement. Mais bon, on essaie de le séduire quand même, juste pour avoir de l'awareness en termes de marque. Nous, en fait, c'est à partir de 35 ans. Et après, on a différents types de produits qui s'adressent à des clientèles différentes. Parce que même le luxe, on le segmente. Oui. Parce qu'il y a le entry luxury, le mid luxury et le high luxury aussi. D'accord. Donc, en ce qui concerne la marque Mercedes, on a nos marques, nos modèles mainstream, à savoir une classe A, une C, qui est du entry luxury. Après, il y a tout ce qui est GLE coupé classe S, qui est du mid luxury. Les gens croient que c'est du luxury, non, c'est du mid luxury. Après, il y a le Maybach, qui est vraiment la marque qui est dédiée à l'extreme luxury et l'exclusivité. D'accord. Et là, les attentes ne sont pas les mêmes. Là encore. J'imagine. Donc, en termes de personnalisation, en termes d'expérience totalement, client. l'expérience client, le service, l'anticipation des besoins, comment je vais répondre aux besoins, le canal de communication. Alors justement, sur le canal, on parlait de digital rapidement. Est-ce que le digital, par rapport à cette tendance de jeunes qui vont être dans le luxe, mais des moins jeunes aussi, il s'impose, est-ce que vous sentez qu'il faut faire les choses différemment? Je me rappelle plus qui disait que telle marque, je pense Lamborghini ne fait pas de pub à la télé parce que les gens qui achètent une Lamborghini ne sont pas devant la télé. On retrouve ça dans les bouquins et dans les citations. Est-ce que aujourd'hui, pour communiquer, vous dites on va pas aller dans le digital, ou au contraire, c'est un levier que vous utilisez? Là encore, ça dépend des produits, ça dépend des cibles. D'accord. Il y a des cibles, effectivement, qu'on part vers du digital, des réseaux sociaux aussi, on fait du community management, mais d'autres cibles qui sont plus difficiles à atteindre ou à targeter, là, on est plutôt sur de l'événementiel, de l'exclusif, de l'event dédié, spécifique, où ce type de clientèle préfère se retrouver. Là encore, pas dans du mass média, c'est vraiment dans des événementiels et du one-to-one. Très bien. Et cet esprit d'exclusivité est très important dans le luxe, parce que le client cherche cette exclusivité-là encore. Siham, Achraf nous parlait de ces catégorisations qu'ils ont, eux, en termes de lecture du luxe, en parlant de entry luxury, mid luxury et high luxury, c'est ça? Tout à fait.
où est dépensé l'argent dans le luxe? C'est quoi les segments? Comment vous approchez le marché quand vous l'analysez? Alors, ça dépend on va dire, de l'occasion. Donc, nous, on segmente en 3 segments selon l'occasion. Il y a ce qu'on appelle les regular treaters. Ça veut dire ceux qui vont acheter de façon régulière. D'accord. Et là, ils vont acheter du luxe de manière façon régulière. D'accord. Donc ça, c'est plus des dépenses sur tout ce qui est household furniture, donc tout ce qui est la fourniture pour le mobilier pour les maisons, travel, donc le voyage et l'automobile. D'accord. On a le deuxième segment qui sont le gifts and ce qu'on appelle le gift and special occasions. Donc ça, c'est juste pour les special occasions, les occasions spéciales et pour les cadeaux. Et là, la plus grande dépense, c'est dans les voyages. D'accord. Suivi par le mobilier des maisons et l'expérience. Tout ce qui est expérience. Voilà. Et troisième segment qui est l'occasional treaters. Et là, c'est des acheteurs d'occasion. Et là c'est là où on retrouve justement le plus âgés. Oui. Donc les jeunes, on les retrouve plus dans le regular treaters et on trouve les plus âgés dans le occasional treaters. Et là, ils dépensent le plus sur l'électronique. Tout ce qui est téléphone, gadgets téléphoniques, télé, etc. C'est intéressant. Par exemple, la téléphonie, vous la classez dans occasional. Occasional. Pas dans regular. Non. Ça m'interpelle parce que vous parlez de ces 3 niveaux, donc en fréquence, régulier, special occasions et moins fréquent. Et j'aurais vu parce que le cycle d'achat d'une voiture est quand même plus long que celui on est autorisé à citer des marques, qu'un iPhone ou qu'un Samsung Premium ou autre. Donc je me disais que peut-être, mais non, ce que tu nous apprends, Siham, c'est qu'ils sont considérés comme des occasional. Des occasional pour l'électronique, les handbags, c'est des occasionals, et du food aussi. Il y a du food, luxury food aussi, qui est considéré dans le occasional treat. D'accord. Ashraf, ça vous parle, cette manière de lire le marché qui est un peu différente de ce que tu nous disais? Exact. Chez nous, c'est légèrement différent parce que le cycle d'achat n'est pas le même. Exactement. Donc, on est sur une moyenne de 4-5 ans. C'est ça. Maintenant, ça dépend là encore des tirs. Bien sûr. Il faut rappeler aussi que dans le luxe, l'achat est plutôt émotionnel que rationnel. Ce qui n'est pas le cas du entry ou du mainstream. Et aussi, en termes d'attente client, c'est-à-dire la satisfaction client ou la qualité, ça c'est pas des choses que le client cherche du tout. Pour lui, ça c'est de l'acquis. Lorsqu'on parle du luxe, la qualité, que je sois satisfait, ça c'est le minimum. D'accord. Exactement. Il faut m'interpeller. Le taux de satisfaction à 100% est oui. C'est le SMIC. Ça c'est le minimum. D'accord. Sachant que si on parle un peu de comment on évalue la relation avec nos clients, nous on a 3 critères principaux qu'on tracte. Le premier, c'est ce qu'on appelle le retail index. D'accord. C'est l'expérience au niveau des showrooms en termes de hard, ce qu'on a parlé tout à l'heure du hard. Oui. Et chaque point de vente, on a des scores mensuels qu'on suit pour voir réellement ce qu'on offre comme expérience hard. C'est-à-dire que ça passe par quoi? Des mystery shoppers ou alors tout à fait, exactement. Des auditeurs qui viennent évaluer depuis l'enseigne, les nombres de parking de place, est-ce qu'on met des badges ou pas. Donc vraiment le détail du détail. Très bien. Après, il y a le mystery shopper qui évalue l'expérience du prospect lorsqu'il nous visite par rapport aux standards et par rapport aux autres marques aussi. Et last but not least, il y a ce qu'on appelle le NPS, qui est un niveau supérieur que la satisfaction, qui est le net. Pour les gens qui nous suivent, qui n'ont pas un C'est le net promoter score. Exactement. C'est-à-dire, on prend les gens qui nous recommandent, moins ceux qui sont neutres, moins ceux qui recommandent pas. Très bien. Et c'est ça ce qu'on suit, parce que être satisfait, ce n'est plus suffisant. C'est le minimum, c'est le BAB. Très bien. Donc c'est avec ça ce qui nous permet un peu de traquer réellement quelle expérience on offre à nos clients. Très bien, très clair. Et si on prend le secteur du personal luxury goods dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a là également des chiffres sur les marques dominantes, sur ce qui est en train de se passer au niveau de ce secteur-là? Exactement. Donc, en fait, pour tout ce qui est luxury personal brands, on va dire, il y a une dominance des marques françaises. D'accord. Donc, sur le top 10, par exemple, on retrouve 6 marques françaises sur le top 10, dont le podium est totalement français. Donc, la première marque, c'est bien sûr... LVMH, j'imagine, Louis Vuitton. Exactement. Suivi par... je prépare les émissions, madame. Suivi par Hermès. D'accord. Et en 3e position, on retrouve Chanel. D'accord. Donc, les marques françaises dominent le podium.
Et justement, en Chine, qui est aujourd'hui le marché du luxe, c'est là où les marques se développent. Il y a le plus de milliardaires qui se créent chaque année, de multimillionnaires qui se créent chaque année. Exactement. C'est le marché où on trouve le plus de marques françaises qui sont en train de croître d'une manière vraiment phénoménale. Parce qu'encore une fois, c'est un marché qui cherche de la différenciation. Les jeunes des Chinois cherchent de la différenciation et les marques aujourd'hui ont compris cette, on va dire, cette tendance-là. Ils ont offert aux clients des expériences et des marques différentes qui leur permettent d'exprimer leur personnalité, leur différence et leur, on va dire, leur personal brand. Très bien, parfait. Un dernier mot peut-être, Achraf, avant de passer à la suite de l'émission. C'était très riche en insights, en débat. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires que tu veux partager avec nous avant qu'on close cette section qui est le débat du GAM? Ce que je peux dire, c'est qu'au Maroc, on a encore un potentiel énorme pour se différencier, pour construire cette expérience luxe. Maintenant, il suffit que les marques créent ce monde d'expérience et passer de vendre un produit ou juste répondre aux besoins d'un client vers vraiment de l'anticipation, interpeller le client et vraiment éveiller ses sens. Et je crois c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Merci Achraf. Siham? En fait, je rejoins Achraf. Je pense qu'au Maroc, il y a encore de la place pour développer le luxe parce que tout simplement, aujourd'hui, on a eu la preuve avec le secteur automobile au Maroc, malgré l'inflation, malgré la crise. C'est un secteur qui continue à évoluer. Donc, et on voit aussi l'immobilier, on voit autour de nous les projets qui se développent autour de nous. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a moyen de faire encore plus, pourvu qu'on se concentre sur l'expérience client, qu'on se concentre aussi sur la marque et à bien vendre des marques de luxe qui répondent, on va dire, aux besoins, au-delà des besoins fonctionnels, mais c'est les besoins émotionnels et sociétals, la reconnaissance, le statut que recherchent les gens qui utilisent les marques de luxe. Exact.